Ok, il faut que je vous raconte l'histoire d'un mec qui aurait probablement détruit Internet s'il avait vécu à notre époque. Mais genre, vraiment. Imaginez un mélange entre un génie du mensonge, un acteur improvisateur, un aristocrate complètement taré et un troll de Twitter sous substance. C'est Horace de Vérécole. On parle d'un mec qui a réussi à infiltrer le navire militaire le plus sécurisé de son époque avec Virginia Woolf déguisée en Africain moustachu. Voilà. Déjà, cette phrase n'a aucun sens. Horace, il va naître le 5 mai 1881 en Irlande, à Baillincollig, un petit endroit près du comté de Cork. Mais attention, Horace ne naît pas dans n'importe quelle famille. Il naît dans l'aristocratie. Et à cette époque, être aristocrate britannique, c'est quasiment appartenir à une autre espèce humaine. Vous êtes riche, ultra éduqué, vous êtes connecté aux élites, vous avez des domestiques, des propriétés, des relations publiques, et surtout, vous ne connaissez quasiment aucune limite. Et ça, pour un enfant déjà extrêmement intelligent, c'est dangereux. Très dangereux, parce que pendant que certains enfants riches deviennent diplomates, militaires ou hommes politiques, Horace il développe une passion beaucoup plus étrange, observer les gens puissants se faire ridiculiser. Il adore ça, c'est sa passion. Il adore voir ces personnes perdre le contrôle, que ce soit ses professeurs, les policiers, des militaires ou même des politiciens. Tout ce qui représente l'autorité le fascine, mais pas parce qu'il respecte cette autorité. Au contraire, parce qu'il veut voir si elle est solide. Et très tôt, il va comprendre un truc fondamental, la majorité des institutions tiennent surtout grâce à l'apparence, l'uniforme, le prestige, le protocole et encore une fois la confiance. Et si quelqu'un joue un rôle et remplit toutes ces conditions, alors les gens acceptent presque n'importe quoi. C'est littéralement la base de toute sa vie. Je vous l'ai dit, Horace va grandir dans un environnement ultra privilégié, mais il ne supporte pas l'ennui. Et à l'époque, la haute société britannique est ultra codifiée. Tout le monde doit être élégant, poli, sérieux, discipliné, donc évidemment, Horace décide de devenir l'exact opposé. Et plus il grandit, plus ses blagues deviennent absurdes. Attention, quand je dis blague, on parle pas de cacher une trousse à l'école. Non, ce mec crée des événements gigantesques juste pour voir ce qui se passe. Parce qu'il aime, rappelez-vous, observer les réactions humaines. Vous voyez ça comme une expérience sociale géante. Et surtout, il adore une chose, voir jusqu'où les gens vont continuer à faire semblant. Parce qu'un des grands talents de Horace, c'est qu'il comprend la psychologie des élites. Et les gens importants ont peur d'avoir l'air stupide, donc même quand quelque chose paraît bizarre, ils préfèrent faire semblant que tout est normal. Et Horace, il va exploiter ça toute sa vie. Quand il arrive à Cambridge, au Trinity College, ça empire. Mais vraiment. Cambridge, à cette époque, c'est une usine de dirigeants britanniques. Des futurs ministres, des écrivains, scientifiques, diplomates, enfin, l'élite absolue. Et au milieu de tous ces futurs génies, il y a Horace qui utilise son intelligence pour organiser des canulars. Très vite, il devient célèbre sur son campus. Tout le monde sait qu'avec lui, n'importe quoi peut arriver. Et c'est là qu'il va rencontrer plusieurs personnes essentielles dans sa vie, dont Adrian Stephen, le frère de la future grande écrivaine Virginia Woolf. Et eux deux, c'est une catastrophe ensemble. Ils adorent les déguisements, le théâtre, l'improvisation, les accents ridicules et les mises en scène absurdes. Mais surtout, ils adorent manipuler les situations, créer des scénarios complètement faux et voir combien de temps les gens mettent à comprendre. Et un jour, Horace a une idée complètement délirante. Faire croire à toute la ville que le sultan de Zanzibar vient visiter Cambridge. Juste imaginez le niveau de confiance nécessaire, c'est lunaire. Alors imaginez la scène, on est en 1905, il n'y a pas d'internet, pas de vérification rapide, les télégrammes sont considérés comme extrêmement officiels, mais Horace, tout ça, il le sait. Il envoie donc à Cambridge de faux messages diplomatiques annonçant l'arrivée du sultan de Zanzibar. Et le plus fou, c'est que les autorités ne vérifient presque rien. Pourquoi ? Parce que tout paraît officiel. Le ton, les formulations, le titre, tout semble crédible. Donc immédiatement, la machine britannique se met en marche. Réception, organisation, préparatifs, accueil. Et pendant ce temps-là, Horace et ses amis se déguisent, costume exotique, turban, maquillage, fausse attitude royale, et ils arrivent à Cambridge, où ils sont accueillis comme de véritables dignitaires étrangers. Les autorités s'inclinent, les notables deviennent ultra respectueux, on organise des visites officielles, enfin, tout le monde joue le jeu. Et personne ne comprend. Vraiment, personne. Parce que personne n'ose imaginer qu'on puisse faire un truc pareil. Et ça, c'est essentiel pour comprendre Horace. Il gagne parce qu'il ose aller plus loin que ce que les autres considèrent possible. Mais avant son canular masterclass, il y a un événement important dans sa vie, la guerre des Boers. Horace rejoint les Yorkshire Hussars et part combattre en Afrique du Sud. Et là, il découvre le vrai monde, sa violence, le chaos
et la mort. Il trouve que les hiérarchies militaires sont ridicules et il va revenir profondément changé. Et beaucoup d'historiens pensent que cette période renforce son mépris des institutions britanniques. Parce qu'après avoir vu la guerre, les cérémonies et les discours patriotiques lui semblent encore plus absurdes, comme s'il avait vu les coulisses du système, et qu'il avait compris que derrière les uniformes impressionnants, il y avait surtout des humains faillibles, parfois idiots et arrogants, et très souvent faciles à manipuler. Après la guerre, Horace y devient incontrôlable. Il va transformer littéralement Londres en terrain de jeu. Un jour, il va se promener dans les rues de Londres avec un morceau de chair qui va dépasser de sa poche. Oui, je sais, déjà cette phrase est catastrophique. Les gens pensent assister à un accident horrible. Une foule commence à le suivre et Horace adore ça. Il adore voir la tension monter, puis au moment parfait, il sort une paire de ciseaux et coupe le faux morceau devant tout le monde. Et forcément, panique générale. Une autre fois, il décide de piéger un député britannique. Le mec glisse discrètement une montre dans sa poche, puis il va se mettre à crier au voleur. La police intervient immédiatement. Imaginez le niveau du stress du député à ce moment-là. Il se fait fouiller, la montre est retrouvée, et pendant quelques secondes complètement absurdes, un homme politique important croit réellement qu'il va finir arrêté. Et Horace, il trouve ça hilarant. Puis arrive 1910. Et là, Horace, il décide d'attaquer quelque chose de grand. Le HMS Dreadnought. Alors déjà, il faut comprendre ce que représente ce navire. C'est pas juste un bateau. C'est le symbole de la puissance britannique. Quand il est lancé en 1906, le monde entier panique. Parce que technologiquement, le HMS Dreadnought, il est tellement avancé qu'il rend presque tous les autres navires militaires obsolètes. C'est une révolution. Un monstre d'acier, des canons gigantesques, une vitesse impressionnante et une puissance de feu donc terrifiante. Et pour les Britanniques, ce navire est quasiment sacré. Et Horace y voit ça comme une cible parfaite. Parce qu'il adore humilier les autorités, et plus la cible paraît intouchable, plus ça l'amuse. Pour le plan, il est complètement fou. Horace recrute plusieurs de ses complices. Et parmi eux, Virginia Woolf. Ouais, Virginia Woolf va participer à ce canular. Et ça reste l'un des détails les plus incroyables de toute cette histoire. Comment est-ce qu'ils vont réussir à toucher le HMS Dreadnought? C'est simple, ils vont vouloir se faire passer pour une délégation royale abyssinienne. L'Abyssinie, c'est l'ancien nom de l'Éthiopie. Donc, ils louent des costumes à un costumier célèbre de Londres, fausse barbe, turban, bijoux, maquillage sombre et vêtements royaux. Ensuite, Horace, il envoie un faux télégramme à la Royal Navy. Le message annonce que le prince Macallan d'Abyssinie souhaite visiter le HMS Dreadnought. Et là, incroyable, la Navy tombe directement dans le piège. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, tout paraît officiel. Le 7 février 1910, le groupe monte dans un train spécial direction Weymouth. Et déjà, tout le monde les traite comme des VIP internationaux. Les employés s'inclinent, les officiers deviennent ultra respectueux, les gens regardent la délégation avec une fascination déconcertante, et en plus, c'est qu'ils improvisent quasiment tout. Ils ont même pas préparé de langue étrangère, ils discutent entre eux avec des sons un peu absurdes, du faux arabe, du faux latin, des mots inventés, du genre chukachoy, bunga bunga, et c'est peut-être eux finalement qui ont inventé le langage des Sims, on sait pas. Et pourtant, personne ne remet ça en question, parce que les officiers britanniques ont trop peur de paraître ignorants, donc ils hochent la tête, comme s'ils comprenaient. C'est lunaire. Puis, ils finissent par arriver devant le HMS Dreadnought. Et là, la Royal Navy déroule le tapis rouge. Honneur militaire, salut officiel, présentation complète du navire. Les officiers montrent tout, les canons, le système de tir, les quartiers des officiers et les équipements militaires. La totale. Et à chaque démonstration, les faux princes répondent Bunga Bunga. Imaginez la scène. Des militaires ultra sérieux face à Virginia Woolf avec une fausse barbe qui crie Bunga Bunga sur un cuirassé britannique. C'est du génie absurde. Mais la suite est encore plus humiliante. Les marins veulent dresser le drapeau abyssinien, sauf ils ont pas le drapeau abyssinien. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un autre drapeau africain au hasard, et ça tombe sur celui du Zanzibar. Et personne ne va remarquer l'erreur. Ni les marins, ni les faux princes. Parce que depuis le début, tout le monde est en roue libre. Tout le monde improvise. Et plus la situation devient ridicule, plus personne n'ose l'arrêter. Parce qu'admettre l'erreur, ce serait encore plus humiliant. Après la visite sur le Dreadnought, les autorités britanniques proposent même à la délégation royale de partager un repas officiel. Sauf que Horace va refuser. Pas par politesse, mais simplement parce qu'il avait peur que les moustaches se détachent en mangeant. Le lendemain, à la première heure, Horace, il fait quoi? Il révèle tout à la presse. Et là, catastrophe nationale. Les journaux explosent, l'histoire devient virale avant même l'arrivée d'Internet. Le pays entier se moque de la Royal Navy. Les gens dans la rue commencent à crier Bunga Bunga aux marins britanniques. Imaginez la honte. Vous servez sur le navire le plus puissant du monde et maintenant les enfants vous trollent avec un mot inventé par des étudiants déguisés. Et forcément, la Royal Navy a voulu intervenir avec l'aide de la justice. Mais le plus fascinant, c'est que techniquement, Horace, il a rien fait d'illégal.
Il a menti, oui, il n'a pas fait usage de la violence, il n'y avait pas d'armes, il y avait seulement du culot, un peu de psychologie et une vraie mise en scène. Et au fond, c'est probablement pour ça que cette histoire reste aussi moderne. Parce qu'encore aujourd'hui, énormément de gens croient quelque chose parce que ça semble être officiel. Parce que quelqu'un porte un costume, parce qu'il parle avec assurance, ou parce qu'il agit comme quelqu'un d'important. Et Horace, il avait compris ça il y a plus de 100 ans. Et honnêtement, s'il vivait aujourd'hui, je pense sincèrement que ce serait l'humain le plus dangereux d'Internet. Ah oui, j'avais oublié. Si l'histoire t'a plu, écris Bunga Bunga en commentaire. Et abonne-toi parce que j'ai encore plein d'histoires vraies complètement folles comme ça à raconter.